Emmanuel de Luzel, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Jean-Baptiste Le Sort. Alors Emmanuel, bonjour. Emmanuel, vous êtes en charge de la communication chez Habitat et Humanisme. Jean-Baptiste en charge de la recherche, développement et de l'innovation. Absolument. Est-ce que peut-être dans un premier temps, Emmanuel, vous pouvez nous rappeler quelle est l'activité et la mission première d'Habitat et Humanisme? Alors Habitat Humanisme depuis 35 ans s'occupe de loger des personnes défavorisées, Ouais. mais ça n'est pas juste du logement, c'est aussi de l'accompagnement. Donc d'aider des personnes qui sont aux minima sociaux, qui ont eu des problèmes de santé, qui ont vécu des ruptures, qui ont d'une manière générale des problèmes d'insertion dans la société. C'est les aider à se réinsérer dans la société grâce à un logement décent. Et en France, ça représente combien de personnes qui sont concernées par cette problématique du logement et combien sont accompagnées par l'association? Alors le logement social globalement en France, ça représente plus de 10 millions de personnes, puisque les HLM, ça représente à peu près 5 millions de logements. Donc nous sommes tout petits là-dedans, puisque nous représentons à peu près 5000 logements, qui sont soit nous les possédons, soit c'est des propriétaires solidaires qui les mettent à disposition. Mais encore une fois, on n'est pas dans le même métier que les HLM, parce que les HLM fournissent juste le logement. Nous accompagnons nos bénéficiaires, ce qui veut dire que pour chaque bénéficiaire, nous avons 2 bénévoles qui vont accompagner ces personnes, c'est-à-dire avoir un contact au moins une fois par mois pour savoir comment ça va, pour les aider dans leurs papiers, pour les accompagner humainement, pour les aider à retrouver une place dans la société. D'accord. Et d'un point de vue opérationnel, les enjeux du logement, là je m'adresse plus peut-être à l'aspect innovation. Quelles sont les solutions nouvelles qui sont mises en place? Quelles sont les recherches que vous menez pour aller plus loin encore dans la dynamique? Alors la question de l'innovation, elle s'est posée dans des termes très, très divers, très variés. En termes de solutions de logement, c'est typiquement des choses un petit peu neuves qui ont été inventées, par exemple pour loger ensemble des personnes âgées et des jeunes, des étudiants, des familles. Ouais. C'est ce qu'on appelle des résidences intergénérationnelles ou bigénérationnelles qui permettent de mélanger un petit peu des gens et de faire que les uns et les autres s'entraident. Ouais. Ou bien la réinvention de choses qui étaient par exemple les pensions de famille qui permettent de donner un environnement un petit peu convivial à des gens qui sont seuls pour le coup, mais en les accompagnant là encore avec les responsables des pensions. Donc des innovations comme ça sur le plan social, mais aussi sur le plan financier, puisque Habitat et Humanisme a été à l'origine de toute une série d'innovations dans le domaine de la mobilisation de la finance et de la finance solidaire. Les propriétaires solidaires qu'on évoquait tout à l'heure qui mettent à disposition leur maison, mais aussi des gens qui investissent sans beaucoup d'idées de rendement, mais pour justement que le mouvement puisse acheter, construire, rénover des logements ou accueillir des familles ou accueillir des personnes âgées à faibles ressources. Donc l'innovation, elle est un peu sur toutes ces choses-là. Elle est aussi sur des choses plus techniques, je pense au sujet de réhabilitation énergétique ou à des choses comme ça. Sur le plan social, la façon dont on accompagne, la façon dont on gère tout ça. Donc on est un peu sur toutes ces choses-là. Et notre rôle à nous, pour l'innovation, c'est pas d'être les innovateurs, mais c'est plutôt de faciliter le travail des uns et des autres, c'est de faire circuler l'information, c'est d'accompagner les gens qui innovent, c'est éventuellement de mettre en place des financements, c'est des choses comme ça. Et l'aspect financement, justement, on voit chaque année les chiffres augmenter de la finance solidaire. Est-ce que déjà aujourd'hui ça provoque une impulsion? Vous la constatez ou c'est encore insuffisant? On est sur le pôle innovation, il est relativement jeune, donc on n'est pas encore sur la mobilisation de gros financements. Ouais. On a travaillé par exemple avec Emmaüs qui a mis ça en place depuis un petit peu plus longtemps. Nous, on n'est pas encore à cette échelle-là, mais on est dans la création d'une dynamique, ce qui n'empêche pas le mouvement, qui est un mouvement fédéral, donc ce sont aussi les associations qui composent le mouvement, qui elles-mêmes sont innovatrices et trouvent aussi leurs propres sources de financement. Et les acteurs économiques, le monde de l'entreprise par exemple, est-ce qu'ils travaillent dans votre écosystème et quels sont les liens que vous entretenez avec les entreprises? Dès le début, en fait, Habitat Humanisme a travaillé avec le monde de l'entreprise puisque notre fondateur, avant de créer Habitat Humanisme, était un promoteur immobilier. Et donc, c'est un entrepreneur. Il a vraiment la création d'entreprise dans le sang.
Et d'autre part, Habitat Humanisme a su créer des partenariats avec des entreprises. Alors d'une part, puisque mentionnait Jean-Baptiste tout à l'heure, dans le monde de la finance, Habitat Humanisme a été un des fondateurs de Finansol, donc l'association de promotion de la finance solidaire, donc il y a déjà plus de 30 ans. Habitat Humanisme reste aujourd'hui un des grands acteurs de la finance solidaire et travaille donc avec les grandes banques pour la distribution des produits d'investissement. Ouais. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir 5000 investisseurs privés qui vont investir chaque année. Et chaque année, en fait, on a la chance de lever 2 fois 10 millions qui sont quasiment en un mois souscrits, donc sans qu'on ait besoin d'aller très loin. Et puis par ailleurs, sur le monde de l'entreprise, nous avons une cinquantaine de grandes entreprises qui sont partenaires, soit dans du mécénat financier, soit dans du mécénat en nature, comme par exemple Leroy Merlin, soit dans du mécénat de compétences. Et donc, on est très très étroitement intégré dans un écosystème économique en travaillant avec le monde des entreprises. D'accord, très bien. Et donc, en tant qu'acteur sur le terrain, sur les enjeux de logement, est-ce que là, ces derniers temps, vous avez pu observer des changements, des tendances fortes ? Les évolutions sont un petit peu continues. Sur le plan du logement proprement dit et de la construction ou de la réhabilitation, il y a une tendance lourde qui est exponentielle. C'est toutes les questions de l'énergie qui deviennent aujourd'hui d'une acuité considérable, surtout dans un mouvement comme le nôtre qui doit combiner le fait d'améliorer les performances énergétiques des logements qu'il utilise avec la maîtrise des coûts. Puisqu'on s'adresse à des gens qui ont peu de ressources. Donc la grande évolution, elle est beaucoup là-dessus. D'accord. Mais elle est aussi sur des formes d'accompagnement, par exemple, qui évoluent en permanence. Elle est aussi sur la façon dont on travaille avec les entreprises, qui se développent et qui évoluent en permanence. Donc, je ne peux pas dire qu'on ait des grandes révolutions, mais on a des évolutions fortes sur toutes ces choses-là. Oui. Et puis avec un sujet qui est fondamental, c'est la question du changement d'échelle, parce que comme je le disais tout à l'heure, 5 millions de logements sociaux par rapport à nos 5000 logements, on reste encore tout petit. Et même si on prend en compte l'autre grand acteur qui s'appelle SNL, qui est surtout en région parisienne, SNL est un peu plus petit qu'Habitat Humanisme, on reste collectivement tout petit. Donc la question, c'est face à un immense besoin de logements décents et de logements qui soient intégrés dans la ville, hein, pas de faire des ghettos, mais d'avoir des logements qui soient véritablement, qui permettent aux gens d'être insérés dans la société. Il y a encore un énorme travail à faire. Donc je pense que dans les 20 années qui viennent, on va avoir du boulot. Oui. Et le passage à l'échelle, qu'est-ce qu'il manque pour pouvoir le déclencher? Est-ce que c'est une question de financement uniquement? Le passage à l'échelle, moi je dirais, il n'est pas pour nous. C'est-à-dire qu'on est effectivement, Emmanuel l'a dit, on est des tout petits acteurs. Mais on est des tout petits acteurs dans un grand système. Et notre rôle à nous, c'est pas de mener le passage à l'échelle nous-mêmes. On ne va pas passer de 5 000 à 5 millions simplement parce qu'on aurait un peu plus de moyens. On voit bien qu'on est sur une problématique d'une autre nature. En revanche, le sujet qu'on a, c'est d'être en connexion étroite justement avec la façon dont fonctionnent les entreprises, avec l'action publique aussi, de façon à ce que, à la fois en poussant, en tirant, en donnant l'exemple, en accompagnant, en créant des choses originales, on puisse aider à orienter l'action publique, mais aussi l'action des entreprises dans ces domaines-là. Et les vraies ruptures, c'est de là qu'elles vont venir. C'est un effet d'incitation en fait et d'entraînement par rapport à d'autres acteurs. Par le passage, aussi le partage d'expériences, de bonnes pratiques, l'expérimentation d'innovation. Absolument. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.